Alors le livre s'appelle Quand vos nuits se morcellent, et ceux qui ont été amoureux, j'espère tout le monde, ils savent que quand on est amoureux, les nuits commencent à se morceler. Et puisqu'on a introduit ce que je vais lire, ces 3 chapitres, et que je sais qu'il y a même une femme peintre, et j'espère plusieurs dans la salle, je lui dédie ces 3 chapitres. Le modèle. Arrivé de Paris à Genève, votre futur modèle a pris un hôtel sur la rive droite. Le lendemain matin, elle a traversé un pont sur la rade, admiré la blancheur de 2 cygnes qu'on venait d'importer de Sibérie. À 9 heures précises, elle s'est présentée à l'adresse convenue 29 rue du Rhône. Pour une fois, vous aviez fait de l'ordre. L'attendiez avec impatience. Ce n'était pas tous les jours qu'une femme d'une telle classe vous proposait de la peindre. Dans votre lettre de réponse, vous aviez fixé un tarif à la journée, n'aviez pas prévu de lui payer le voyage. Vous pensiez qu'elle avait des amis à Genève. Plus tard, elle vous a confié qu'elle n'était mue que par une sorte de curiosité et l'envie de changer d'air. Son visage, vous avez passé la matinée à l'apprendre par cœur. Une symétrie parfaite, une bouche simplement belle, des pommettes saillantes, mais douces, de jolies oreilles. Vous l'aviez installée de face avec une lumière latérale qui scrutait chacune de ses rides minuscules entre les yeux, autour des lèvres. Vous ne saviez pas encore que ces parties-là allaient se creuser, jour après jour, quand il vous faudrait peindre les étapes de son calvaire. Elle n'a eu aucune peine à rester immobile pendant 3 heures. Brusquement, elle a demandé « Je peux voir comment vous m'avez arrangé ?» Elle s'est levée pour contempler son visage dont vous aviez fait un ovale parfait comme celui d'une princesse du côté de Ravenne. Elle n'a émis aucun commentaire, mais dans un geste d'une hardiesse extrême, a déposé un baiser sur votre joue. Vous avez longuement nettoyé vos pinceaux, sans rien dire. Elle vous souriait, vous étiez à sa merci. En suisse allemand, vous auriez su quoi répondre, mais en français, rien ne venait. À la fin, comme chez votre pneumologue, vous avez demandé « Et quand est-ce qu'on se revoit ?» Pendant plusieurs jours, la scène s'est répétée. Elle arrivait à 9 heures, prenait la pause sans bouger jusque vers midi, quand elle se levait soudain pour un baiser sur votre joue gauche. Vous en aviez déduit que c'était une habitude parisienne, sans aucun engagement de sa part. Vous l'invitiez ensuite à la brasserie universelle qui donnait sur le Rhône, à 2 pas de là. Elle se montrait gaie, enjouée, avait une anecdote sur chacun de vos confrères parisiens. Son savoir vous éblouissait. Parfois, une ombre triste traversait son regard, sans doute la faute à son ancien mari. Un jour, vous avez décidé de faire un pas de plus. Le portrait presque terminé avait besoin d'un peu de repos. Vous l'avez invité à déjeuner dans une brasserie plus chic, le Commerce, place du Mollard. « Madame, avez-vous dit en levant votre verre, je voudrais vous peindre nue. » Sa réponse. « Je savais bien, monsieur Audeler, qu'on en arriverait là, si ça peut vous faire plaisir. » J'imagine qu'à ce moment-là, quand vous avez compris à quel point la Parisienne vous tenait par le cœur, vous vous êtes peut-être raclé la gorge, ou vous avez rougi, ou bien crispé vos orteils dans vos chaussures. Le soir, devant le potage, votre femme Berthe vous a regardé de travers. « Mais qu'est-ce qu'il a qui préoccupe mon petit Ferdinand ?» Et vous, rien du tout, rien ma chérie. Chacun a terminé sa soupe en silence. Le lendemain, vous aviez prié votre modèle de s'allonger nu sur le ventre, comme pour dormir. L'estrade, recouverte d'un drap bleu, mettait à hauteur de vos yeux la courbe de son dos, de ses reins, de ses fesses. Une ligne convexe, reliée à une ligne concave, puis de nouveau convexe. Vous l'avez peinte comme l'horizon du Jura au-dessus du Léman. Montagne assoupie, entourée 2 fois de bleu, le ciel et le lac. Vous découvriez non seulement un corps jeune, parfait, mais tout un paysage. Elle a posé sans bouger, sans dire un mot pendant 3 heures. Vers midi, vous attendiez de sa part un baiser sur la joue. Elle s'était endormie. Même le bruit métallique de la boîte refermée sur vos pinceaux ne l'a pas réveillée. Vous vous êtes approché d'elle pour remonter le drap bleu comme on borde un enfant. Elle s'est tournée vers vous dans un long bâillement. « Quelle heure est-il » Et vous, « L'heure du baiser »
Depuis ce moment-là, vous vous êtes tutoyé. Par jeu, elle continuait de vous appeler Monsieur Hodler, comme elle disait Baudelaire, quand chez vous on dit Hodler. Un autre chapitre, Lausanne. Après votre réconciliation, quand vous alliez voir Valentine à Lausanne, vous tiriez les rideaux pour assombrir le lit en plein après-midi. Les caresses que vous inventiez vous semblaient si neuves, d'une intimité si osée, que personne encore n'en avait eu l'expérience. Vous vous murmuriez l'un à l'autre des phrases estropiées, dont vous n'aviez aucune habitude. Vous aimiez la forme que prenait la bouche de Valentine qui, dans l'orgasme, s'ouvrait en une expression presque douloureuse, celle que vous retrouverez chez elle, beaucoup plus tard, à l'approche de sa mort. Vous étiez fasciné par le voile qui recouvrait ses pupilles, on aurait dit les yeux d'un nouveau-né arrivant de l'au-delà. Il vous fixait, lointain, à la fois tourné vers le dedans et le dehors. Elle vous voyait couché sous elle, emprisonné par ses jambes, disait quelque chose à propos de la beauté de vos corps emmêlés. Vous ressentiez une espèce de stupeur d'être allé si loin avec elle. Ensuite, quand vous marchiez à ses côtés dans les rues de Lausanne, où personne ne vous connaissait, vous ne parveniez pas à vous détacher de cette béatitude. Vous auriez voulu pouvoir dire à chaque piéton que vous croisiez que cette femme était votre maîtresse adorée, qui pouvait faire de vous, de votre corps, ce qu'elle désirait. Vous estimiez que ce n'était plus un secret, que la terre entière devait profiter d'une si bonne nouvelle, qui pour un temps effaçait toutes les autres, venues des champs de bataille ou des scènes de ménage. Jamais vous ne retomberiez de ce nuage bleu où Valentine vous avait emmené. Il n'y aurait que la mort. Et à cette époque, vous ne saviez pas encore qu'elle rôdait à sa porte, à la vôtre. Traversant le parc qui vous menait à la gare, vous lui proposiez 1000 suites à votre histoire. Même si vous n'aviez entrepris que cela pendant 100 ans, vous ne seriez pas parvenu à bout de tous ses projets. Vous envisagiez de lui montrer à Madrid le Prado, où vous aviez passé de longues heures à recopier Velázquez. À New York, le nouveau pont de Brooklyn. En Australie, les peintures dans le sable. Puis vous lui parliez des lacs aux noms prometteurs, en bateau à rame sur le Baïkal, en pirogue sur le Titicaca, ou alors une chevauchée sur un lac gelé d'Estonie. Autres projets nationaux, cette fois, à Lucerne, le lever du soleil sur le Pilate, à Constance, vers midi, quand le Sentis s'éclaire de bleu sur toutes ses facettes, ou encore, le soir, au pied de la Jungfrau, sous un clair de lune violacé. Ce que vous aviez déjà vu, vous vouliez qu'elle le voie. Ce qui vous restait à découvrir, vous ne l'imaginiez qu'avec elle. Vous étiez entrés ensemble dans la grande librairie rue de Bourg, aviez demandé des guides de voyage sur l'Orient extrême. C'était votre dernière lubie, fuir avec elle par le transsibérien à l'autre bout de la planète. En sortant de là, elle vous avait fait remarquer que vous pourriez facilement la rejoindre dans la maison qu'elle louait pour un mois sur une plage de la Manche. Giacometti vous avait raconté Pont-Aven. Elle vous parlait d'Étretat, au nord du Havre. Au salon de Leipzig, vous aviez vu le rocher percé peint par Monet. Vous craigniez de ne pas être à la hauteur. L'océan, disiez-vous, c'est trop de vagues pour moi. Restons-en aux vaguelettes de nos lacs. Chez l'Italien, près de la gare, dans une rue de traverse, vous avez commandé des raviolis au cèpe et une bouteille de Chianti. Juste avant le départ du train, sur le quai, où elle vous accompagnait pour un dernier baiser, vous lui aviez demandé un crayon. Vous aviez votre carnet de croquis, teniez à fixer cet après-midi avec elle. Vous entendiez dessiner son regard extasié, ses pupilles dilatées, qui vous avaient paru le comble de l'abandon. Pas de crayon, tant pis, le train partait. Madame Hodler vous attendait à la gare de Genève. Le voyage aurait dû vous permettre de reprendre vos esprits. Il n'avait fait que les échauffer. Vous écoutiez votre épouse d'une oreille distraite, les courses qu'elle avait faites, les rendez-vous pris pour le lendemain soir, un dîner en ville chez un bourgeois qui voulait de vous le portrait de sa femme. Vous complimentiez la vôtre de s'occuper si bien de votre vie domestique. Vous cherchiez à être aimable, puisqu'elle n'était coupable de rien. C'était déjà presque blessant pour elle de vous entendre dire « Non, non, j'ai pas vu le temps qu'il faisait à Lausanne. »
et un troisième chapitre qui s'appelle La gaieté. La Parisienne vous avait interdit de faire le rabat-joie par des propos sur le temps qui passe et tout ce qui pourrait un jour troubler le sourire des amants. Elle voulait entre vous la gaieté perpétuelle. Elle était celle que vous aviez peinte en femme joyeuse. Quand vos têtes se rapprochaient sur l'oreiller, elle plongeait ses yeux au fond des vôtres et les commissures de ses lèvres s'étiraient, remontaient avec tant de bonheur que vous ne pouviez qu'imiter ce large sourire de gaieté. Puis vos bouches se trouvaient. Vous ne la retrouviez pas assez souvent, occupée par votre travail d'atelier, les commandes, vos obligations sociales auprès de Madame Audelaire. Valentine aussi avait ses horaires, l'enseignement du dessin, des voyages à Paris pour régler ses affaires. J'ignore si vous aimiez ces séparations. Vous aviez fini par vous en faire une raison. Vos agendas étaient fixés par d'autres que vous. Il vous fallait prendre de vrais rendez-vous. Même quand Valentine posait pour vous, il lui arrivait de se dérober. Pourtant, après 2 heures où vous aviez scruté son corps nu, vous brûliez de passer dans l'alcôve de votre atelier comme faisaient vos collègues avec leurs modèles. Valentine, elle, se rhabillait fièrement. « Si tu me veux, ce sera chez moi, rue Chaponnière, je te reçois volontiers. » Mais ce soir-là, vous étiez retenu par une séance de la Société des peintres que vous présidiez. L'avantage de cette situation, si je puis dire, vous n'avez jamais été saturé par sa présence. Vous ne saurez pas l'ennui d'une rencontre qui se prolonge quand on a l'impression de s'être tout dit, d'avoir fait le tour, et qu'on ne voudrait se consacrer à autre chose. Vous avez eu la chance de la rareté. Plus tard, une fois déclarée la maladie de Valentine, vous passiez de longues heures à son chevet, vous saviez que le temps vous était compté. Non pas la petite durée journalière, mais le temps de vie lucide. Et quand ce temps de grâce a pris fin, quand elle n'a plus bougé au fond de son lit, vous avez compris que vos nuits communes, mais intermittentes, ne se rejoindraient plus. Ne restaient que vos lettres, échangées, les portraits que vous aviez faits d'elle. Valentine avait raison de dire que dans l'amour, vous n'aviez d'âge ni l'un ni l'autre. Et plus tard, elle écartait la question d'un rire. Mais l'évidence demeurait. Vous ne formiez pas un couple. Chacun donnait à l'autre de l'élan pour sa vie quotidienne. Une journée sans un signe d'elle, et vous étiez perdu, guettant pour le lendemain une visite impromptue à votre atelier, un mot d'elle dans votre boîte aux lettres. Vous demandiez à la femme de ménage de descendre 2 étages, dès que vous pensiez que le facteur était passé. Madame Audelaire faisait mine de ne pas comprendre. « Voyons, Ferdinand, le courrier peut attendre. » Qu'en savait-elle, cette bourgeoise parvenue, avec qui vous étiez marié depuis tant d'années, qui avait posé pour vous, mais jamais nue? Vous aviez été épris quelque temps de Madame Audelaire, puis de moins en moins, au fur et à mesure qu'elle jouait son rôle d'épouse sans enfant, soucieuse de la promotion de son mari. Ma grand-mère, qui la croisera plus tard dans la bonne société genevoise, me dira « Depuis que M. Audelaire n'y est plus, sa femme a mis sa palette de peinture sur son visage. » Et quand la femme de ménage vous apportait enfin la lettre de Valentine, vous aviez ce comportement infantile qui consiste à donner un baiser à l'enveloppe avant de l'ouvrir. Gaminerie, monsieur Audelaire, tant d'histoires pour 3 lignes que la Parisienne traçait de son écriture régulière, presque scolaire, commençant par « Mon cher Ferdinand » et se terminant par « Je t'envoie de chauds et tendres baisers ». Tout ça pour une anecdote de sa vie parisienne, un souci de voyageuse mal assise, une tendre pensée déguisée sous une formule de politesse. Il arrivait que ces lettres soient graves. Elle disait qu'avant de vous connaître, elle n'avait que peu de considération pour les femmes qui avaient une liaison durable avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle y voyait un signe de leur immaturité, de leur manque d'indépendance, une forme de domination. Elle croyait que les hommes aimaient les femmes plus jeunes par vanité. Elle vous l'avait dit quand vous aviez commencé à lui faire la cour. Elle avait dû réviser son jugement, se rendre compte de sa fragilité. Vous aviez mis Valentine sur un piédestal, peut-être même un nuage. Voyons, monsieur Audelaire, après tant de femmes dans vos lits, tant de chairs nues recopiées sur vos carnets, vos cahiers, vos toiles, vous séduisiez vos modèles, mais aviez vos principes. Vous preniez garde d'éviter de vous retrouver père d'un enfant dont vous pourriez être le grand-père. Et maintenant, il vous semble
que cette belle théorie ne vous a servi qu'à attendre le jour où vous rencontreriez Valentine. 5 ans plus tard, elle était enceinte de Paulette. Une gaieté sombre inondait vos journées. Merci.